Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, j'espère que tout le monde se porte bien. Évidemment, les gars, on se retrouve pour débriefer ensemble le match entre le Stade Brestois et l'Olympique Lyonnais, match nul pour la 11e journée de Ligue 1, 0-0, un match qui, une nouvelle fois, je le sais pour vous comme pour moi, nous a frustrés parce que l'OL aurait dû et aurait pu mieux faire. L'OL aurait pu non pas prendre un seul point mais 3 points, mais encore une fois l'OL s'est saboté avec des erreurs individuelles qui plombent l'équipe quasiment dès le coup d'envoi à la 6e minute de jeu, et ce carton rouge pour les grands débuts ou presque de Hans Hateboer avec le maillot de l'OL. Bref, tout ça on va en reparler ensemble, mais je dirais que si on devait encore une fois résumer ce match en version condensée, il y a 3 grandes leçons qu'il faut retenir. Numéro 1, l'OL a toujours une belle animation collective. Ça joue plutôt bien, ça ressort plutôt bien les ballons, ça c'est agréable. Numéro 2, l'OL se heurte à un plafond de verre en termes de qualité intrinsèque et individuelle. Ça manque de qualité offensive pour faire un peu plus. Et surtout, 3e leçon de ce match-là, une nouvelle fois, on l'a vu contre Brest, l'OL est sur un fil. Et en fait, tous nos matchs se joueront un petit peu à pile ou face. Pile, l'animation est bonifiée par une qualité individuelle et tu gagnes, ou tu fais un bon résultat. Face, tu es plombé par une erreur individuelle et là le match peut basculer du mauvais côté. Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu le cul entre deux chaises, parce que je pense que vous c'est pareil. J'ai à la fois ce foutu goût amer dans la bouche parce que l'erreur, la passe à contretemps et molle de Tessman provoque le rouge et le geste non maîtrisé et absurde de Hans Hateboer, mais en même temps j'ai aussi envie de souligner le fait que nos joueurs à 10 contre 11 durant quasiment 1h30 ont été très courageux, plein d'abnégation, très généreux dans les efforts. Pavel Schulz, Tolisso, Morton, bref, un match plein de valeurs positives. Et le foot n'est pas que du rapport au ballon, il y a aussi tout ce qu'il y a sans ballon. Et aujourd'hui, sans ballon, et aussi avec ballon, faut le dire, mais sans ballon, l'OL a été extrêmement courageux, et ça c'est le gros point positif du match. Je pense que, objectivement, même si l'OL ne prend qu'un point, l'aspect positif, générosité, solidarité, le courage, les efforts, tout ça, ce sont des valeurs extrêmement positives sur lesquelles il faut surfer. Avant de commencer, les gones, comme toujours, pensez au petit pouce, pensez à commenter, pensez à vous abonner, activer la cloche et à booster le contenu pour aider au référencement. Merci à toutes et à tous, les amis. Et pour ce débrief entre Brest et l'OL, format plus court, plus condensé, parce que demain matin, je reprends le travail, je me lève tôt et il faut être en forme. Et comme j'ai peu de temps pour faire le montage, je vais vraiment aller à l'essentiel. C'est parti pour la première mi-temps de ce Brest Olympique Lyonnais. Alors pour commencer, on part sur la compo de l'OL de Paulo Fonseca, le 4-2-3-1, avec dans les cages Dominic Greif à droite, les grands débuts qui ont été très très prématurés et courts, raccourcis de Hans Hateboer, dans l'axe Mata Niakhaté, à gauche Nicolas Tagliafico, le pivot double Tessman et Morton, à droite comme joueur qui occupait l'espace à droite et se réaxait logiquement, c'est ce qu'il aurait dû faire avec ballon, Pavel Schulz, dans l'axe numéro 10, entre guillemets numéro 10, Tolisso, à gauche Afonso Moreira et en pointe Martin Satriano, l'Uruguayen. Le 4-2-3-1 qui en fait très vite, quasiment au début du match, il vole en éclats parce que très vite, au bout de 5 minutes de jeu, on a une action qui est totalement anodine, on a le ballon, on est en bloc médian, tranquille, il y a zéro danger, zéro problème. Et là, Tessman prend l'information une première fois, il voit à droite Hateboer tranquille, tout seul, il a peut-être 5-6 mètres, pas plus, c'est pas énorme, on est sur une passe courte, mais le problème c'est que Tessman, entre le moment où il prend la décision de faire la passe et le moment où il fait la passe dans la gestuelle, il y a trop de temps, c'est trop lent, c'est trop long, et on retrouve le Tessman qui m'a tellement souvent gonflé par le passé, même s'il était mieux depuis quelques temps, ce Tessman trop lent, qui prend trop de temps pour agir, pour lever les yeux, pour exécuter le geste, et pas manquer, en face, Brest anticipe, et là, c'est le drame, parce que la passe est trop courte, trop molle, pas assez punchy, et Hans Hateboer est lui aussi en retard,
Tessmann en retard, Hateboer en retard. Le Néerlandais, qu'est-ce qu'il fait? Il tend le pied et là, il est extrêmement raide, une raideur. La semelle est posée sur le tibia et pas délicatement le tibia du Brestois. Et comme dirait Madame Frappard, ça ne glisse pas pour le coup. Donc carton rouge qui est juste logique, normal et mérité. Et sur l'action, c'est vraiment une somme d'erreurs individuelles stupides. Mais stupides, c'est débile. La passe courte, elle est sans danger, il y a zéro pression, zéro pressing, tranquille, sauf qu'elle est trop molle, elle est vraiment trop molle et on retrouve ces moments de déconnexion mentale de l'OL qui par moment, par séquence, peut faire une bourde et comme je l'ai dit en préambule du débrief, c'est l'un des enseignements de l'Olympique lyonnais, cet OL-là est toujours à la merci des erreurs individuelles qui plombent l'équipe. C'est terrible, il y a eu tellement de matchs sans pour autant tous les refaire, tous les redire, mais le match récemment contre le PFC, contre Toulouse, contre Nice, des matchs où, défensivement, il y a trop d'erreurs, et ça plombe l'équipe. Là, l'action, elle est terrible, quoi. C'est une somme d'erreurs individuelles, on est trop lent dans la réaction, la gestuelle. Hateboer se place très très mal. Rappelez-vous ce qu'il a fait en début de saison avec Rennes, quasiment rien, des bouts de miettes, des bouts de match en Ligue 1, et son entrée cataclysmique avec Rennes contre Nantes où il provoque un penalty, bref, catastrophique. Et là, je revois un joueur qui est lent, qui est emprunté et qui n'est pas prêt. Un joueur qui n'est pas prêt, un joueur qui est en retard dans l'intensité que soumet la Ligue 1. C'est frappant. L'action, moi j'ai un petit peu joué au foot quasiment durant 20 ans, à un niveau évidemment amateur, pas en pro. Mais l'action, le geste de Hans Hateboer, pour moi, c'est typiquement le geste du mec qui est pas à l'aise. Il est pas à l'aise techniquement déjà. Il se positionne super mal par rapport au ballon. Il n'est pas prêt à le recevoir. C'est frappant à l'image. Donc pour moi, c'est typiquement l'action de maladresse d'un joueur qui n'est, je pense, pas prêt à jouer un match comme ça, où il y a du rythme, où ça va vite. Un joueur qui n'est pas non plus hyper à l'aise comme ça sur un côté. Et encore une fois, malheureusement, ça pose la question de la qualité intrinsèque de l'effectif de l'OL. C'est pas nouveau, il y a un bout de temps qu'on le dit. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont moyens, très très mid dans cet OL-là, malheureusement. Donc évidemment, quand on est à 10 contre 11, le match change et le plan A de Fonseca passe un petit peu à la trappe. Mais ce que j'ai aimé, c'est que là où Fonseca aurait eu 1000 raisons de partir sur une option plus défensive, plus conservatrice, comme il l'a fait récemment contre le PFC, ce coup-ci, Fonseca n'a pas répété les mêmes erreurs que par le passé. Autrement dit, retirer un joueur offensif pour faire entrer un défensif, c'est pas ce qu'il a fait. Il a gardé une structure qui me paraissait cohérente en 4-4-1, avec en pointe Satriano, à droite Pavel Schulz, et il retire Tessmann qui est fautif sur le rouge de Hateboer. D'ailleurs, entre les deux, qui est le plus fautif entre le passeur et le receveur? Je dirais que le passeur est mal inspiré, mais entre nous, Hans Hateboer, il est quand même expérimenté, il a quasiment 32 piges, il a joué en Serie A, il a joué en Ligue des Champions, on n'est pas sur un lapin de 6 semaines, quoi. Logiquement, il doit se dire, bon, la passe, elle est pas bonne, elle est ratée, mais au pire, fais une faute tactique, tire le maillot, fais un truc, mais pas ça. Ça, c'est con, c'est totalement con, quoi. Et tu pénalises l'équipe quasiment dès le début du match. C'est quand même dommage. Donc, je dirais que l'OL, malgré tout, malgré cet événement négatif, parvient à contrôler plus ou moins le match. Et ça, c'est vraiment surprenant. On aurait pu se dire que l'OL allait couler, sombrer, que Brest, qui doit prendre des points en Ligue 1, allait prendre plus de risques, créer plus de déséquilibre, mais que nenni, pas du tout. L'OL a été dans la maîtrise, je dirais plutôt globale, sur une mi-temps. Et c'est ça qui est frustrant, parce que je pense vraiment qu'à 11 contre 11, allez, sans trop m'aventurer, mais l'OL aurait été vraiment totalement dans la maîtrise. À 10 contre 11, on est parvenu, sur des temps de possession, alors oui, stérile, mais avant tout défensif, on est parvenu à contrôler le jeu, à geler la possession. Des temps de jeu défensifs, c'est super utile. C'est l'un des grands principes que Fonseca aime bien quand il parle tactique. Il dit que dans les temps faibles, il faut minimiser ce que fait l'équipe d'en face. Et là, pour le coup, à 10 contre 11, l'OL a carrément bien minimisé ce que Brest voulait faire. Alors oui, là encore, faut un petit peu relativiser, et pardon, mes excuses aux fans brestois qui pourraient m'écouter en débrief. Votre équipe, les Brestois, franchement, d'un point de vue technique, c'est pas Jojo, c'est pas extraordinaire.
Le milieu de terrain avec Touzard et Joris Chotard, c'est pas la grande extase, c'est vrai. À droite, Baldé, il est généreux, mais c'est pas non plus extrêmement fin techniquement, tout comme Pathé Mboup qui est très dynamique, mais qui a plein de lacunes techniques. Donc Brest n'a pas franchement les armes pour faire plus que ce qu'il ne fait. Et au final, malgré le 10 contre 11 qui change le match, change la phase du match, change les plans de Fonseca, malgré ça, l'OL est plutôt tranquille. Et ça, c'est un point qui est très positif, il faut le souligner. On aurait pu croire que l'OL, après ce match nul très très décevant contre le PFC, aurait pu couler contre Brest à 10 contre 11, mais pas du tout. L'OL a été sérieux, rigoureux, et sur quelques phases de possession, bien aidé, il faut le dire, par Morton et Tolisso, et Pavel Schulz, dont je parlerai après, en phase de possession, l'OL a été extrêmement propre techniquement. Il y a eu plein de séquences où on voit Morton qui est un joueur techniquement au-dessus de la mêlée, qui prend le ballon, une passe verticale, trouve Tolisso, jeu en une touche, Schulz en mouvement, hyper disponible et combatif. Pendant 45 minutes, on a trouvé des lignes de passe pour casser le léger et très gentil pressing des Brestois. Et ça, c'est en grande partie dû à la qualité, j'insiste bien, la qualité du double pivot Morton et Tolisso qui tous les deux ont été très très précieux techniquement pour sortir proprement les ballons. Et d'ailleurs, je me dis qu'au final, dans chaque match un petit peu compliqué, dans chaque obstacle, il faut y voir une forme de leçon pour l'avenir, voir le positif dans le plus négatif. On a vu que à 10 contre 11, l'OL était plutôt bien dans le cœur du jeu, aidé par un double pivot Tolisso et Morton, vraiment très à l'aise techniquement. Et je pense, j'en suis même convaincu, que ce duo est la meilleure formule possible pour l'OL. Alors oui, ça contraint Tolisso à défendre un peu plus, c'est vrai, ça le contraint aussi à moins se projeter également, mais techniquement, pour moi les deux, Morton et Tolisso, n'ont pas d'équivalent dans l'effectif de l'OL. Et Tessman, qui a un rôle d'équilibre, n'est pas à ce niveau-là techniquement. Donc oui, je pense qu'il y a là un début de piste à creuser dans le 4-2-3-1 de Fonseca, on le sait, c'est une équation qui n'est pas facile à résoudre. Il faut intégrer Pavel Schulz, Satriano, Karabets, c'est pas évident, mais je pense qu'on a là un début de piste à creuser. Pourquoi pas ? Je vous soumets, les amis, une piste de 4-2-3-1. Pourquoi pas imaginer un pivot double qui serait Tolisso plus Morton, numéro 10, Pavel Schulz, Karabec à droite, à gauche, quand il sera là, Malik ou Afonso Moreira, et en pointe, Martin Satriano. Enfin voilà quoi, une piste qu'il faudrait, je pense, creuser. Moi, j'ai beaucoup aimé le duo Tolisso plus Morton au milieu de terrain de l'OL. Et au final, à la mi-temps, malgré le 10 contre 11, je me dis dans ma télé que l'OL n'est pas en grande difficulté. L'OL est plutôt tranquille, on a une possession qui est relativement stérile, c'est vrai, il n'y a pas d'occasion nette pour l'OL, c'est vrai aussi, mais dans l'ensemble, est-ce qu'on est vraiment mis en difficulté ? Non, je pense pas. Si je prends les statistiques à la mi-temps, on est sur ça. Donc possession 40% pour Brest et 60% pour l'OL, donc on est largement devant, une forme d'emprise technique sur le match. En termes d'expected goals, Brest est à 0,93 XG à la mi-temps et nous 0,13, donc c'est très très peu, c'est vrai aussi, mais dans l'ensemble on est quand même plutôt tranquille et je me dis dans mon canapé tranquillement installé que au final, même à 10 contre 11, l'OL peut y croire et il y a un monde dans lequel, pourquoi pas, sur une transition rapide, sur un coup de pied arrêté, sur un exploit individuel, pourquoi pas prendre plus qu'un point, ça me paraissait possible et jouable en seconde mi-temps. Alors en seconde mi-temps, je m'attendais à ce que Brest fasse un peu plus, nous bouscule un peu plus et augmente le curseur intensité. Ils l'ont fait, mais pas non plus beaucoup quoi. Et si j'étais supporter de Brest, je me dirais... à 10 contre 11, on n'a pas su faire grand chose, quoi. Et j'ai pas senti un Brest suffisamment armé techniquement pour vraiment déséquilibrer l'OL. Donc, la reprise en seconde mi-temps se déroule comme ça. On a un OL qui, encore une fois, est plutôt tranquille, installé, fait le dos rond, subit un petit peu, c'est normal, parce que le Brest joue sa peau en Ligue 1, veut se maintenir, dans une saison qui est difficile pour eux, ils veulent prendre des points, à domicile, à 11 contre 10 contre un Lyon qui, en plus, manque un petit peu de confiance après le match contre le PFC, le match nul à Charletti. Donc Brest fait un peu plus, Brest joue un peu plus vite, mais les Brestois se heurtent à un plafond technique, et c'est très criant, c'est frappant, l'OL n'est pas mis en grande difficulté, et il faut attendre quasiment 23 minutes
de jeu en seconde mi-temps, peu après l'heure de jeu, pour voir enfin une situation, même pas une occasion, une situation, un cafouillage avec Ajorc plus Baldé qui sont dans nos 16 mètres pour avoir un début de situation dangereuse pour les Brestois. C'est tout petit, c'est très timide dans l'ensemble et l'OL parvient malgré tout à contrôler un OL qui est plutôt serein. Alors oui, c'est pas flamboyant, il n'y a pas d'occasion nette pour l'OL, mais on fait le dos rond à force de valeurs morales extrêmement positives, beaucoup de repli, générosité. Je souligne le match de Pavel Schulz, qui techniquement n'a pas tout réussi, c'est vrai, on peut le dire, on peut à ce niveau-là nuancer un petit peu, mais dans la générosité, les courses, le dévouement, le sens des efforts, ce que fait le Tchèque, c'est admirable. Il triche pas, quoi, et c'est pas le seul, hein. Morton pareil, Tolisso pareil, match de patron, avec agressivité, il rappelle un petit peu qui est le patron dans le cœur du jeu, c'est super important, et à bien des égards, l'OL n'a pas triché. Même à 10 contre 11, on aurait pu lâcher, mais que nenni, on n'a rien lâché. Ça, c'est vraiment l'Egon, le point qui m'a le plus fait plaisir. On aurait eu 1000 prétextes pour perdre pied, pour, comme contre le PFC, faire une seconde mi-temps difficile, mais pas du tout. On a su tenir le cap. Et même si Brest n'est pas une équipe, cette saison en Ligue 1, de très grande qualité, malgré tout, il faut le faire. C'est pas simple. Un match de Ligue 1... à 10 contre 11 durant quasiment 1h30, faut le faire, tenir le 0-0. C'est pas simple du tout. Et ça, on l'a fait, donc bravo aux joueurs. Je vous le dis franchement, moi j'aime bien ce que nos joueurs font d'un point de vue intelligence situationnelle. Autrement dit, on est un de moins que Brest, on est physiquement fatigué, il y a eu beaucoup d'efforts, il reste peu de temps à jouer, on a un point entre les mains, il faut tout faire pour le garder. Techniquement, c'est pas un grand match, mais il faut intégrer d'autres éléments, d'autres paramètres pour te permettre de prendre ce point qu'on te confie à quasiment 5 minutes de la fin du match. Et c'est là que toute l'expérience de Dominique Graeff, Tolisso, Mata ressort, transpire. C'est une évidence. Quand je vois les scènes où Dominique Graeff est au sol, il dit « Ah, j'ai mal, j'ai des crampes », comme s'il avait fait un marathon de 40 km. Quand je vois Tolisso qui simule des crampes un peu comme le grand Nemanja Matic de la grande époque, ça, c'est une forme de marqueur tactique, d'intelligence tactique. Voilà, tu sens que c'est difficile, que l'équipe recule, il faut trouver des solutions autres que le foot, que le ballon pour grappiller du temps, 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, et tout ça bout à bout, fait que tu prends un point. Et ça aurait même pu être mieux que ça. Et au final, c'est vraiment un match, le cul entre deux chaises, à la fois partagé, parce que je me dis, à 11 contre 11, l'OL aurait dû prendre 3 points, comme contre le PFC, ces matchs où on perd des points bêtement, le PFC, Toulouse, Nice, et là contre Brest, des matchs qui sont dans nos cordes, qu'on peut largement mieux négocier que ça. Il y a trop de points perdus bêtement, et là c'est un petit peu toute la magie du foot, même si l'OL a moins de moyens, même si l'ambition a priori est moins forte que par le passé, malgré tout, on se prend au jeu. Moi j'ai envie d'y croire, quand je vois que l'OL est 6e avec 20 points après 11 matchs, je me dis qu'il faut être exigeant, malgré tout, malgré le manque de moyens, malgré un effectif limité, il faut être exigeant. Donc l'exigence nourrit l'exigence, soyons exigeants avec l'OL, mais ayons en tête que faire 20 points sur 33 possibles, ça reste malgré tout assez logique. Et donc pour finir rapidement mes tops et les flops du match, pour les tops du match, je fais un tir groupé, un package global que j'ai vraiment apprécié dans ce match compliqué à gérer. Tolisso plus Morton plus Pavel Schulz. Pourquoi Tolisso et Morton, les deux sous pression à 10 contre 11, ont fait un match techniquement de qualité. Beaucoup de passes verticales pour casser le pressing, gentil c'est vrai, mais pressing quand même des Brestois. Ils ont été vraiment super utiles, et si l'OL fait un match globalement, techniquement maîtrisé, possession à l'appui, c'est en grande partie grâce à Tolisso et Morton. Et Pavel Schulz, même s'il n'a pas tout réussi, même s'il y a plein de points techniques qui peuvent interpeller, c'est pas tout le temps hyper esthétique, c'est vrai, mais alors en termes de débauche, d'énergie, de course, de mouvement et de déplacement, d'abnégation, il est quand même sacrément utile. Et je pense que Pavel Schulz est un profil
qui va dans cette OL-là, qui est un petit peu, entre guillemets, low cost, c'est un profil qui va devenir rapidement indispensable. Parce qu'il triche pas, il fait les courses, il est généreux, il peut marquer, il peut stater, il défend, il attaque, il peut se projeter. Voilà, c'est pas hyper esthétique, c'est pas un indice comme on aime en France dans la culture du football français, des Gourcuff, Zizou, Platini ou d'autres que j'oublie. Mais voilà, c'est un joueur qui est utile pour un collectif qui n'est pas fantastique, un collectif qui a besoin de joueurs qui se dépouillent les uns pour les autres, et lui, Schulz, c'est un de ces éléments-là. Et pour mes flops du match, il n'y a pas de grande surprise, on fait un petit tir groupé aussi, alors pour des raisons évidentes, Tessmann la passe moisie, provoquant la faute de Hatteboer. Hatteboer, évidemment, qui fait une faute stupide, grossière, grotesque, quand tu as 31 ans, quasiment 32 piges, que tu as joué en Serie A, tactiquement, tu dois a priori avoir des bases. Faire une telle faute au début du match, c'est stupide. Au pire, tire le maillot, fais une faute tactique, mais pas ça. Là, c'est vraiment grossier, ça montre que le joueur, techniquement, physiquement, il n'est pas prêt. Pour moi, c'est évident, il n'est pas prêt. En même temps, il a très peu joué avec Rennes, donc c'est pas non plus surprenant. Donc, Tessmann, Hatteboer, et je n'ai pas non plus aimé, mais pas du tout le match de Mata, qui a, depuis quelques temps, quelques difficultés à la relance. Je trouve qu'il est très très brouillon, beaucoup de pertes de balles largement évitables. Et dans le 1 contre 1, pareil, je trouve qu'il est pas hyper serein. Voilà, Mata, c'est aussi l'un de mes flops du match, donc je dirais Tessmann, Hatteboer et Mata pour les flops du match. Voilà en gros les gones, tout ce que je voulais vous dire. Clap de fin du débrief, on se retrouve très vite pour le prochain match de l'OL. D'ici là, portez-vous bien et allez l'OL plus que jamais. Ciao ciao.